Dans la vidéo précédente, on a commencé à s'occuper de l'accès distant en créant la base de données MySQL et en créant les pages PHP qui vont s'occuper donc de manipuler la base de données. Donc on s'est occupé en fait du côté serveur. Alors maintenant, on va revenir côté client, c'est-à-dire côté de l'application Android. Dans cette vidéo, on va s'occuper des outils qui vont, côté Android, qui vont permettre l'accès à la base de données. Et ce n'est que dans la prochaine vidéo qu'on pourra vraiment coder l'accès à la base de données. Donc là, dans cette vidéo, on va s'occuper donc de tout ce qui est configuration et outils. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le build Gradle de module app. Donc double-cliquez ici pour pouvoir l'ouvrir. Et là-dedans, on va devoir rajouter une ligne de configuration. Alors vous voyez que vous avez une partie Android et une partie Dependency. À la fin de la partie Android, vous rajoutez une ligne et vous copiez cette ligne-là. Use library org.apache.http.legacy qui va permettre donc d'accéder au protocole HTTP. Une fois ceci fait, donc vous sauvegardez, hein, et une fois ceci fait, vous allez aller dans le Android Manifest, et là dans l'Android Manifest, on va devoir rajouter une permission. C'est dans Android Manifest que vous mettez toutes les permissions. Par exemple, si vous voulez accéder à la partie photo du téléphone ou la partie contact, etc. Et si vous voulez accéder à Internet, c'est bien ici qu'il faut le mettre. Donc juste avant... à l'extérieur d'application, donc par exemple ici, vous copiez la ligne suivante, donc use-permission android.name, et là vous ajoutez donc la permission android.permission.internet. Donc ça va permettre d'accéder à Internet. À partir de là, dans le package outils, de la même façon qu'on avait créé une classe outil MySQLite OpenHelper qui permettait donc d'accéder à la base de données locale, on va créer des outils. Alors on va créer une première classe qui va nous permettre en fait d'accéder au protocole HTTP, donc à accéder aux pages PHP, donc accéder à Internet. Alors on va l'appeler accès HTTP justement. Et voilà, donc ça, je crée la classe. Alors cette classe, par contre, elle va hériter d'une classe déjà existante dans Android qui s'appelle A5Task. Alors c'est une classe qui, vous voyez, est générique. Elle attend des paramètres. Alors les paramètres qu'on va lui envoyer sont de type string, integer et long. Et vont permettre, alors integer je vais mettre écrit, vont permettre donc d'accéder à un certain nombre de choses. Alors vous voyez qu'il demande alt entrée pour pouvoir reconnaître, faire l'import nécessaire, vous voyez A5 task. Et là il n'est pas content, pourquoi? Parce qu'il y a des méthodes abstraites, donc comme d'habitude je clique sur la petite flèche et je lui demande d'implémenter les méthodes abstraites. Donc c'est doInBackground qui est abstrait, je l'insère. Voilà, la méthode est insérée. Alors cette méthode, elle est un peu particulière. C'est une méthode qui va se faire en background, justement, hein, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'elle va s'exécuter en tâche de fond sans que vous ayez à faire quoi que ce soit et sans que ça interrompe l'application. Parce que quand on hérite de A5Task, en fait, on hérite d'une classe de type thread, c'est-à-dire qui s'exécute en tâche de fond. Donc là, on va le préciser. Donc, connexion en tâche de fond dans un thread séparé. Et ça, c'est vraiment, ça change tout parce qu'effectivement, ça va vous permettre de continuer à travailler sans qu'il y ait de soucis, sans qu'il y ait de blocage de votre application. Ça pose quand même un problème, c'est que lorsque vous travaillez dans un thread, si vous avez besoin de récupérer une réponse, et ça va être le cas ici, vous avez besoin de savoir quand même quand arrive la réponse. Donc on va voir que ce point-là n'est pas si facile que ça à gérer, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Alors on va commencer par faire le constructeur donc de cette classe, alors access HTTP. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie... Alors, je vais préciser quand même que c'est un constructeur.
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau de ce constructeur? Alors, il faut bien voir que quand vous allez rentrer en contact à distance, quand vous allez envoyer une requête HTTP au serveur distant, vous allez lui envoyer entre autres l'adresse pour pouvoir vous connecter, mais vous allez aussi envoyer des paramètres en poste pour que justement la page PHP, on l'a vu la dernière fois, récupère des paramètres pour savoir ce qu'on doit faire du côté de la page PHP et donc du côté du serveur. Alors pour cela, je vais déclarer en privé une variable paramètre qui contient une liste de paramètres de type post où il va y avoir à chaque fois le nom et la valeur. Alors je suis obligé d'utiliser ça va être une array list, ça y a pas de souci, mais ça va être une array list un peu particulière qui contient en fait un type spécifique pour l'envoi de paramètres en post, c'est un name value pair. Alors name value pair qui va pas reconnaître, c'est normal. Alors on va tout de suite lui mettre le nom paramètre, voilà. Alors normalement le name value pair il le connaît pas, pourtant il devrait quand même me proposer de le modifier, enfin d'intégrer. Bon, c'est quand même bizarre. Je vais lui faire l'import, d'habitude il pose la question quand même tout seul. Alors l'import c'est name value pair et là il ne veut toujours pas l'insérer. Bon, ça vient peut-être du fait qu'il me demande une synchronisation. Alors on va lui faire une synchronisation pour qu'il soit content. Ok, donc là tout de suite ça se passe mieux. Alors juste, je vais quand même réessayer en enlevant l'import. Voilà, en fait c'était la synchronisation qui lui manquait. Donc dès qu'il demande une synchronisation, il ne faut pas hésiter à lui faire. Et là, si je me mets dessus, j'aimerais bien qu'il me permette... Voilà. Et là, il m'insère, vous voyez, correctement le name value pair. Bon, ok, là ça marche. Alors du coup, le arraylist, il ne le reconnaît pas. C'est normal. Alt entrée aussi. Il va m'insérer. J'aimerais bien qu'il insère le arraylist aussi. Voilà. L'import est fait. Ok. Bon, on va pouvoir continuer tranquillement. Donc, je disais qu'au niveau de mon constructeur, l'idée, en fait, c'est de préparer les paramètres pour qu'ils puissent ensuite recevoir différentes informations. Donc, je vais tout simplement instancier la classe correspondante. Alors, attention. Alors, je vais faire, donc, c'est la classe ArrayList. Et c'est un ArrayList de ce qu'on a mis, c'est-à-dire name value. Oh là là. Alors, attendez, là il est parti un peu loin. Je veux un name value pair. Alors je précise que lorsque vous voyez des informations barrées comme ça, ça suppose que on est dans des méthodes ou des classes, etc. dépréciées. Ça veut dire que, et a priori, il est possible qu'il faudra essayer de trouver des équivalents dans des versions futures. Alors, en fait, ça fait un petit moment, ça fait pas mal de versions que cette méthode est dépréciée, cette classe est dépréciée et qu'elle est toujours là. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien comme ça, sachant qu'Android évolue très très rapidement, donc il faut toujours s'adapter aux évolutions d'Android. Donc là, je garde ça pour le moment, donc ça marche très bien. Donc là, j'ai instancier la classe, donc paramètre, je vais pouvoir l'utiliser par la suite. J'ai besoin d'une autre méthode publique qui va me permettre justement d'ajouter des paramètres quand je serai ailleurs dans mon application Android et que avant d'envoyer, de contacter le serveur distant, il faudra que j'ajoute des paramètres et du coup je crée une méthode addParam qui va recevoir du coup un nom et une valeur de paramètre pour envoyer en poste. Donc en string, je vais mettre un paramètre que je vais appeler nom et toujours en string, je vais mettre le paramètre valeur. Donc je vais avoir le couple nom-valeur que je vais pouvoir insérer. Donc dans cette méthode, dans laquelle je vais tout de suite mettre un commentaire, ajout d'un paramètre post.
Voilà, donc dans cette méthode, je vais ajouter dans ma collection de paramètres. Donc je fais un point add. Et là, je vais ajouter le couple, mais alors attention, je dois instancer, puisqu'il ne faut pas oublier que paramètres, c'est un array list de name value pair. Donc je devrais normalement faire un new name value pair, mais name value pair est une classe abstraite, ne s'instancie pas, donc je suis obligée de prendre une classe phi, il y en a plusieurs, et il y a entre autres le basic name value pair. Alors si je l'écris correctement, c'est encore mieux. Value pair qui attend un nom et une valeur, et bien sûr qui n'est pas reconnu, donc qui me propose de faire l'import correspondant avec toujours alt entrée. Voilà, là j'ai ajouté mon paramètre, donc ça c'est ok. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de la méthode la plus complexe, c'est le do in background qui va donc s'exécuter dans un thread séparé. Alors pour cela, j'ai besoin d'un objet de connexion HTTP, donc je vais avoir besoin d'un objet de type HTTP client. Voilà. Alors je vais l'appeler connexion CNX HTTP tout simplement. Et je vais tout de suite instancier. Et HTTP client est abstrait, donc je vais utiliser une classe phi défaut HTTP client. Celle-là, voilà. J'ai besoin aussi d'une connexion pour l'envoi des paramètres en post, donc d'un objet de type HTTP post. Et c'est pour l'envoi donc des paramètres. Alors, il attend que j'insère, voilà, donc param connexion. Et pareil, j'instancie, et là cette fois-ci je peux instancier directement la classe HTTP post qui n'est pas abstraite et qui attend. Alors là, il attend donc les éléments qui sont dans les paramètres, enfin l'URL qui contient donc les éléments cachés donc en post. Donc c'est string, mon paramètre ici string. Alors si je l'écris bien, c'est encore mieux. Et c'est en fait, comme c'est un tableau, c'est la case 0 qui va contenir les éléments voulus, parce que c'est toute l'enveloppe du transfert en paramètres qui se trouve dans le string. Donc là maintenant que j'ai mes deux objets nécessaires pour pouvoir faire la connexion, je vais en fait sur param connexion, je vais en fait encoder les paramètres en utilisant la méthode setEntity qui attend en fait l'URL encodée. Donc je vais instancier la classe URL encode. URL encode. Alors c'est pas du tout, oui c'est bien celle-là. Et je lui mets les paramètres dans la parenthèse. Alors il n'est pas content, pourquoi pourquoi il n'est pas content? Je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, parce que effectivement il peut y avoir un souci de connexion et il a besoin d'entourer tout ça d'un try-catch. Donc ben oui, why not? Donc voilà le try-catch. Alors ce que je préfère, vous voyez, donc ça c'est un try-catch dans le cas où il ne supporte pas l'encodage, se passe mal. Alors plutôt que de faire un e.string stacktrace qui affiche vraiment, vous savez, toute la liste du chemin de ce qui s'est mal passé, je préfère rajouter un logd. Alors je vous avais déjà parlé du logd qui est bien pratique parce que, alors il me demande l'insertion, encore une fois, voilà, qui permet en fait d'afficher un message directement dans la console. Alors vous pouvez mettre donc par exemple erreur encodage, et puis en deuxième paramètre, donc, virgule. Alors moi je conseille toujours de mettre une succession d'étoiles pour repérer plus facilement vos messages personnels, et puis plutôt que le string
tag trace qui est un petit peu trop détaillé, je trouve, enfin qui peut être intéressant, hein. Mais vous pouvez faire un toString qui affiche juste le message d'erreur. Voilà. Donc là, du coup, vous personnalisez en quelque sorte vos messages, les messages d'erreur qui s'afficheront dans la console. Alors, ce n'est pas tout, il n'y a pas que le fait de transformer, d'encoder. Oh, d'ailleurs, je vais le mettre en commentaire parce que c'est pas vraiment clair. Donc ça, c'est l'encodage des paramètres. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est la connexion et l'envoi des paramètres, donc connexion et envoi de l'URL complète en fait, hein, et des paramètres. Et puis derrière, on a aussi l'attente de réponse. Alors tout ça, ça se fait comment? Ça se fait, on va récupérer la réponse dans un objet de type HTTP response. Voilà, que je vais appeler tout simplement réponse. Et dedans, il fait la connexion avec l'objet connexion HTTP et en appliquant tout simplement la méthode execute. Et la méthode execute, on va lui mettre les paramètres justement de connexion. On a créé juste au-dessus. Donc là, alors il n'est pas content. Il n'est pas content pourquoi? Oui, voilà, parce qu'il demande une exception. Alors, toujours pareil, on va rajouter un petit catch. Donc, add catch. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors là, vous voyez, il peut y avoir une erreur de protocole ou même une erreur d'input-output. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se connecter au serveur ou ce genre de choses. J'ai envie de faire un petit peu la même chose en personnalisant les messages. Donc, on va mettre un logd à chaque fois. Donc, j'en mets un ici. Et un ici, et là je vais changer juste le message correspondant. Donc là c'est pas une erreur d'encodage mais une erreur de protocole, et là c'est une erreur d'input-output, donc d'entrée-sortie, hein, de connexion au serveur. Donc là vous voyez il est content, il met plus d'erreur. Alors on va pouvoir passer à la suite. Maintenant on veut transformer la chaîne de la réponse de façon à ce qu'elle soit récupérable. Donc on va faire une transformation de la réponse. Et pour ça, on a besoin d'une variable de type chaîne, hein, pour récupérer sous forme de chaîne. Donc on va la déclarer là-haut. Alors, en privé et en string, on va déclarer un retour, par exemple, qu'on va initialiser à nul dans le cas où il n'y a rien. Et arrivé ici, donc, on va récupérer dans ret. On va utiliser une méthode abstraite, donc de statique, pardon, de entity utils, de la classe entity utils. Je vais y arriver, voilà. Méthode qui s'appelle tout simplement qui permet de faire un toString, et il attend à l'intérieur un entity. Donc dans réponse, il suffit que je fasse un get entity pour récupérer la partie entity de la réponse et pour la transformer donc en string. Voilà. Vous voyez, tout ça, c'est quand même pas si évident que ça, mais bon, une fois que c'est fait, une fois que cette classe est terminée, on va pouvoir tranquillement travailler avec. Et ça sera beaucoup plus simple de coder ensuite le reste de l'application Android. Il nous reste une dernière chose à faire, parce que là, le do in background est terminé. Ce qui nous reste à faire, c'est à gérer le moment où je reçois la réponse. Parce que là, c'est bien beau, je reçois une réponse. On va dire que quand on passe à la ligne suivante, la réponse est arrivée parce que l'ordinateur va rester bloqué sur cette ligne dans son thread séparé pendant que le reste de l'application fonctionne. Il va rester bloqué sur cette ligne tant qu'il n'a pas une réponse. Ça veut dire qu'à la limite, je pourrais, après cette ligne, mettre tout le code que je veux à chaque fois que j'ai une réponse. Mais ça voudrait dire qu'il faut créer autant de classes HTTP
que j'ai besoin de me connecter. Et ça, c'est un peu nul. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon application soit avertie qu'il y a une autre méthode ailleurs qui soit automatiquement exécutée dès que j'ai vraiment une réponse. Et là, je vais utiliser le principe de la délégation. Alors, pour cela, je vais avoir besoin déjà de créer une interface. Alors, vous restez dans les outils et vous faites bouton droit sur outils, vous faites New Java Class, et cette interface, c'est l'interface qui va permettre de formater la méthode enfin plutôt, oui, une nouvelle méthode qui va être utilisée dans une autre classe et qui va s'exécuter à chaque fois qu'il y a un retour. Alors, c'est un retour de type asynchrone, une réponse de type asynchrone, du coup, je vais l'appeler async response, cette interface. Alors attention, dans le type ici, ça ne va pas être une classe, c'est une interface, donc vous sélectionnez interface et puis vous faites OK. Alors cette interface, vous allez voir, elle est très courte, elle contient qu'une ligne. Je vais juste demander à ce qu'on redéfinisse forcément la méthode processFinish qui en fait doit s'exécuter à chaque fois que qu'on a un retour de la part du serveur et qui reçoit en paramètre l'information qui est revenue du serveur. Donc je vais mettre un output en paramètre et c'est tout. Donc voilà pour notre interface. Donc je vous rappelle que quand une classe implémente une interface, elle est obligée de redéfinir les méthodes qui sont au niveau de l'interface. Donc l'interface est terminée, vous pouvez l'enregistrer et revenir sur Access HTTP. Et dans Access HTTP, du coup, on va créer une méthode qui s'appelle onPostExecute. Alors en réalité, c'est une méthode qui va être override par rapport à la classe héritée. Donc, et qui va être appelée non pas directement, on ne va pas écrire directement onPostExecute, mais en réalité, on va utiliser la méthode execute de la classe mère qui va appeler le onPostExecute de la classe où on est en ce moment. Et puis, on reçoit un résultat avec onPostExecute. Alors, si je ne me trompe pas, si je mets override, il ne devrait pas crier. Voilà, ce qui est normal puisque effectivement la méthode existe bien au-dessus. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai besoin de déclarer un objet qui est déclaré par rapport à mon interface que je viens de créer. Donc, je vais utiliser mon interface async response pour déclarer un objet delegate, parce qu'en fait, c'est par délégation qu'on va exécuter une méthode à l'extérieur du thread alors que je suis dans un thread. C'est ça qui est difficile. Hein. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans un thread, appeler une méthode normalement qui est à l'extérieur du thread. Vous êtes obligé donc de faire ce système, de passer par une interface. Donc là, je l'initialise d'abord à nul, mon delegate, et à ce niveau-là, au niveau de delegate, je vais pouvoir appeler la méthode processFinish en lui envoyant le ret que j'ai rempli. Vous savez, mon ret ici qui contient le retour de l'information. Je vais même faire un toString pour m'assurer que c'est forcément une chaîne, même s'il est à nul, qui va être transféré dans la méthode. Donc après, il suffira effectivement dans mon application qu'une des classes implémente async response et du coup redéfinisse la méthode processFinish, et en redéfinissant la méthode processFinish, eh bien on va pouvoir l'exécuter par ce delegate. C'est quand même assez puissant comme système, hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous inquiéter de faire plusieurs méthodes qui à chaque fois ont des do in background pour pouvoir exécuter à chaque fois des choses différentes. Vous savez que votre onPostExecute va automatiquement appeler une méthode à l'extérieur du thread. Donc c'est quand même très très bien. Bon,
Je crois qu'on a vu pas mal de choses assez complexes aujourd'hui. On a mis en place vraiment tout ce qui est technique pure et qui va nous permettre la prochaine fois vraiment de coder beaucoup plus simplement les appels à la base distante, sachant que ces classes HTTP à 5 responses que je vous ai détaillées ici, vous allez pouvoir les utiliser, les réutiliser dans n'importe quelle de vos applications à chaque fois que vous voulez accéder à une base distante. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.